Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. Nouvelle tragédie sur les routes marocaines. Un accident d'autocar a fait 14 morts et une quarantaine de blessés. Tôt ce matin, près de Khnefra, il s'agit de passagers d'un autocar qui assurait la liaison entre Meknès et Marrakech. Sa Majesté le Roi a adressé un message de condoléances aux victimes. Les ministres et les responsables locaux à l'écoute des doléances de la population d'El Husseima, ils se sont retrouvés autour du chef du gouvernement pour identifier des réponses adaptées aux attentes des habitants et accélérer la réalisation des chantiers lancés sur place. Le Maroc et la Chine veulent faire des étincelles dans le secteur de l'énergie. Les deux pays sont liés par un accord de partenariat conclu lors de la visite de Sa Majesté le Roi l'an dernier à Pékin. Une convention en phase de concrétisation à l'occasion de la visite du ministre de tutelle chinois à Rabat. Des artistes sur la scène du studio des Arts Vivants pour la bonne cause. Le groupe mythique Nesl Riwen et la chanteuse marocaine Nabila Ma'an ont pris part à ce spectacle dont la totalité des fonds ont été reversés à l'association Riyad El-Amel, l'équivalent marocain des Restos du Cœur. Et on commence avec la troisième causerie religieuse de ce mois sacré du Ramadan, présidée par Sa Majesté Mohammed VI Amir al-Mouminin au Palais Royal à Rabat. Elle a été animée par le professeur Mohamed Yahya al-Ninawi, le doyen de la faculté Medina des études islamiques et des recherches à l'université de Géorgie aux États-Unis. Il a consacré son propos à la non-violence comme principe islamique authentique. Et un peu plus tard, en début de soirée, Sa Majesté Mohammed VI Amir al-Mouminin s'est recueilli sur la tombe de feu Sa Majesté Mohammed V en commémoration du 58e anniversaire de sa disparition, survenu le 10e jour du mois de Ramadan de l'année 1380 de l'Hégire, correspondant au 26 février 1961. Le souverain était accompagné à cette occasion du prince héritier Moulay el-Hassan et de son Altesse royale Moulay el-Rachid. L'actualité de ce lundi, endeuillée par ce terrible accident de la route qui a coûté la vie à 14 personnes, dont un nourrisson. Les victimes se trouvaient à bord d'un autocar qui reliait Meknès à Marrakech. Le véhicule a fait une tragique sortie de route près de Khnefra. Pour des raisons encore inconnues, le bilan fait également état d'une quarantaine de blessés, dont plusieurs cas graves. Rizlan Taïbi. L'accident est survenu ce matin sur la route reliant Fès à Marrakech via Khnefra. C'est au niveau de la collectivité Aït Ishaq qu'un autocar de transport de voyageurs en provenance de Meknès s'est renversé. Les 39 blessés ont été transférés par hélicoptère à l'hôpital de Khnefra. Toutes nos équipes ont été mobilisées pour recevoir les blessés qui ont commencé à affluer vers 9h30. Même les équipes de nuit ont été priées de rester à l'hôpital. 14 passagers, dont un bébé, ont été tués dans cet accident. Et parmi les 39 blessés, 20 ont été grièvement atteints. Notre chauffeur a doublé un autre véhicule dans un virage. C'est là où nous sommes tombés nez à nez sur un autre autocar. En route, on n'a pas compris ce qui s'est passé. J'ai vu la voiture faire le tournant. Et il y a eu trop de monde, je ne sais pas. Moi-même, je suis dans le choc. Suite à cet accident, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes et aux blessés. Le souverain a décidé de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des funérailles des victimes ainsi que les frais de soins des blessés. Des ministres et des élus locaux attentifs aux doléances de la population d'El Husseima. Ils étaient réunis aujourd'hui à Rabat autour du chef du gouvernement, Saad-Din Othmani. L'occasion d'envisager les moyens de répondre au mieux aux revendications socio-économiques des habitants, a commencé par la nécessité d'accélérer la réalisation des projets en cours. Le récit sur un reportage de Khalid Najdi, Erdogan Bourouk et Salim Ben Abou. Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a mis le point sur la nécessité d'une approche participative afin de répondre aux revendications sociales et économiques des habitants d'El Husseima. Saad-Din Othmani a également assuré que le gouvernement veille de très près au suivi de la réalisation des projets stratégiques lancés récemment. Malgré nos divergences en termes de sensibilité politique et d'appartenance partisane, on s'est mis d'accord sur la nécessité d'agir main dans la main afin de trouver des solutions concrètes à cette problématique.
Saad Eddine El-Athmani a rappelé que plusieurs ministres ont effectué récemment des visites régulières à El Hoceima afin de s'enquérir de l'état d'avancement des projets programmés. Tous les dossiers vont être traités, y compris ceux qui sont en instance de justice. Cela va être fait selon une approche de droit et sans la moindre intention de vengeance ou d'injustice. Cela concerne aussi bien nos filles et garçons qui font l'objet d'investigations que ceux qui sont toujours à El Hoceima. ولادنا وبناتنا اللي موجودين في التحقيق ولا ولادنا وبناتنا اللي موجودين في إقليم الحسيمة. Pour rappel, pas moins de 530 projets seront exécutés dans le cadre du programme El Hoceima Manarat al-Mutawassit à l'horizon 2019, un programme qui a nécessité un investissement de près de 7 milliards de dirhams. El Hoceima, dont le centre d'oncologie tourne à plein régime depuis 2008, contrairement à ce que laissaient entendre ces derniers temps certaines rumeurs. L'établissement, réalisé avec le concours de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, compte 10 équipes médicales qui ont procédé à 33 000 consultations depuis, et il devrait même disposer prochainement de nouveaux équipements de pointe. Le récit d'Ihsan Benbel sur un reportage de Abdelhamid Mourabet et Mohamed Hajjoub. Les portes de cette structure médicale sont ouvertes depuis juillet 2008. C'est dans ce centre d'oncologie que Nassera est suivie depuis 8 ans. Atteinte d'un cancer, c'est le personnel médical du centre qui la prend en charge et lui administre ses traitements. J'ai suivi plusieurs séances de chimiothérapie, j'ai été opérée 2 fois. Depuis, je viens régulièrement au centre pour le suivi médical et pour récupérer mes médicaments. Ce centre régional accueille des patients venus d'El Hoceima, mais aussi des régions avoisinantes. Depuis son ouverture, il y a 9 ans, plus de 33 000 consultations ont été réalisées, 8 000 séances de radiothérapie et près de 16 000 séances de chimiothérapie ont été effectuées. Concernant certaines rumeurs qui laissent croire que ce centre est fermé, je peux attester que ce centre n'a jamais fermé ses portes. J'y travaille depuis le jour de l'inauguration qui a été faite par le souverain. Le centre fonctionne normalement. En revanche, une mise à niveau du centre a bien été programmée pour le doter d'équipements modernes. Une restructuration qui tarde à se faire, selon le président du conseil de la région. Cela fait 1 an que nous avons signé une convention avec le ministère de la Santé afin qu'il puisse doter le centre d'un scanner pour éviter le déplacement des patients. Le ministre de la Santé répond à son tour et apporte quelques précisions. En effet, une convention a été signée avec le conseil de la région Tanger-Tétouan El Hoceima pour la réhabilitation et l'équipement du centre pour une enveloppe de 15 millions de dirhams. Mais je tiens tout d'abord à préciser que cette somme n'a été mise à la disposition du ministère que depuis le 21 avril 2017. Ce n'est que ce jour-là que l'avenant a été signé. Cela veut dire que le budget n'a été débloqué que depuis 1 mois et demi. Depuis, nous avons acheté le scanner, il a été livré. Les autres équipements seront remis au centre durant les prochains jours. 3D au régie, les amplificateurs de brillance. Cette enveloppe budgétaire sera allouée au bioéquipement et à la réhabilitation du centre qui sera doté dans quelques jours de radiothérapie tridimensionnelle. La capacité d'accueil sera également élargie. La Fondation Mohamed V pour la solidarité à pied d'œuvre pendant ce mois de Ramadan. Sa caravane médicale composée de 7 unités mobiles spécialisées sillonne actuellement la province de Teza. Elle a fait escale dans la commune de Beni Farassen pour venir en aide aux populations démunies. Sur place, une équipe d'une 30aine de professionnels de la santé ont déjà effectué quelques 4000 consultations. Reportage Sarah Jabri Abdelalim Kawi. Âgée de 65 ans, Hajja Rahma est asthmatique et souffre en plus d'hypertension artérielle. Ce matin, elle était l'une des premières patientes à bénéficier des services offerts par cette caravane médicale qui s'est installée depuis hier dans son petit village situé dans la province de Taza. Je salue cette initiative. Les prestations médicales sont gratuites. J'ai aussi reçu tous les médicaments nécessaires.
Pour son escale, la caravane a mobilisé un staff médical composé d'une trentaine de médecins bénévoles, toutes spécialités confondues, de quoi répondre au maximum aux besoins de la population ciblée. Les maladies articulaires, les troubles gastriques et ceux de la thyroïde sont les plus récurrents dans la région. Nous avons besoin de ce genre d'initiative. Le médecin m'a prescrit des médicaments pour soigner mes troubles gastriques. Et là, j'attends mon tour pour consulter un dentiste. Cette action humanitaire, initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, a également mobilisé 7 unités médicales mobiles dotées d'appareils d'écho-doppler, d'échographie et de radiologie numérique. Nous avons également déplacé un laboratoire moderne où sont effectuées les analyses médicales prescrites par les médecins. Les patients qui nécessitent des interventions chirurgicales seront référés vers les centres hospitaliers les plus proches. Ils bénéficieront également d'un suivi médical assuré par la Fondation Mohamed V. Une pharmacie mobile a également été installée sur place et où les patients trouvent tous les médicaments nécessaires au deuxième jour de cette opération de 3 jours et qui se poursuit encore jusqu'à demain à Bni Frassen dans la province de Taza. Pas moins de 4000 consultations ont été dispensées. À présent, le partenariat entre le Maroc et la Chine dans le secteur de l'énergie. Il avait connu une avancée importante lors de la visite de Sa Majesté Mohamed VI à Pékin. C'était en mai 2016 et cela s'était traduit par la conclusion d'un accord de coopération dans les domaines des hydrocarbures, accord mis en œuvre aujourd'hui au cours de la rencontre à Rabat du ministre chinois en charge de l'administration nationale de l'énergie avec son homologue marocain Aziz Rabbah. Reportage Mehdi Sofiane, Erdogan Bourouk à Rabat. Présenter les opportunités de coopération dans le domaine de l'énergie, tel est l'objectif de cette rencontre. Il s'agit de la première réunion du comité de pilotage de l'accord de coopération dans les domaines des hydrocarbures et de l'énergie signé entre les deux pays lors de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Chine en mai 2016. Responsables gouvernementaux et opérateurs économiques marocains et chinois étaient présents. Cette réunion nous a permis de faire le point sur les besoins des deux pays en matière d'énergie. Les stratégies énergétiques ont été présentées. Nous voulons aujourd'hui consolider et renforcer notre partenariat. Rabat et Pékin souhaitent développer les opportunités d'investissement et la coopération entre les secteurs publics et privés dans le cadre d'une vision stratégique tripartite Chine, Maroc, Afrique. Nous sommes mis d'accord sur le fait de commencer à mettre en œuvre une feuille de route pour traduire cette coopération maroco-chinoise en des projets concrets et aller plus loin en ça. C'est aller pas uniquement répondre à la demande du marché national et du marché africain, mais aller vers ce qu'on appelle l'industrialisation de l'énergie et ce qu'on appelle dans le jargon, si vous voulez, courant, c'est la compensation industrielle. Suite à cette rencontre, un acte de réception d'un don chinois relatif à l'éclairage public a été signé. L'ancrage du Maroc sur son continent a pris une ampleur considérable hier avec l'accord de principe octroyé pour son adhésion à la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest accueille donc le royaume à bras ouverts, un atout de taille pour notre pays, mais également une avancée stratégique pour cette région en passe de bénéficier des passerelles offertes par le Maroc vers l'Europe et les États-Unis. Le récit de Samia Harissi. L'accord de principe pour l'adhésion du Maroc à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est le fruit d'actions entreprises il y a de longues années. Une décision qui fait partie intégrante du contexte général lié au retour du Royaume à l'Union africaine et qui devrait insuffler une nouvelle dynamique à ce groupement régional. Cette adhésion s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour le développement de la coopération sud-sud et ouvre de grandes perspectives pour les États d'Afrique de l'Ouest. Le Maroc représentant une tête de pont vers l'Union européenne et les États-Unis, le Royaume étant lié à Washington par un statut avancé et un accord de libre-échange. Après avoir donné leur accord de principe à la demande d'adhésion du Maroc, les États de la CEDEAO ont également décidé d'inviter Sa Majesté le roi Mohamed VI à la prochaine session ordinaire.
Le Maroc élu vice-président de la conférence des Nations Unies sur les océans. Le Royaume a été désigné aujourd'hui au siège de l'ONU à New York. Vous allez le voir sur ces images pour cette rencontre qui se poursuit jusqu'au 9 juin avec la participation de plus de 120 pays choisis à l'unanimité des 193 membres. Notre pays siégera à ce poste aux côtés de 12 autres États. Conférence des Nations Unies sur les océans qui sera sanctionnée par l'adoption d'une déclaration politique baptisée Appel à l'action. Le Royaume y participe sur instruction de Sa Majesté le Roi avec une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture Aziz Akhnouch et notamment composée du président de la COP22 Salahdine Mezouer. Et à propos de protection de la nature, en cette journée mondiale de l'environnement, sachez que la Chambre des représentants est actuellement illuminée en vert. Si vous vous trouvez à proximité à Rabat, allez voir ce spectacle qui vaut le détour, d'autant plus que le Parlement marocain figure parmi les monuments historiques choisis par les Nations Unies pour se parer de cette couleur symbole de l'écologie. Son nom résumé à lui seul la profondeur et la richesse de la littérature espagnole. Juan Goytisolo est décédé hier à l'âge de 86 ans au terme d'une belle carrière semée d'une cinquantaine d'ouvrages dont une vingtaine de romans. L'homme de lettres vivait depuis 20 ans à Marrakech et ses obsèques ont eu lieu cet après-midi à l'Arèche, au cimetière marin espagnol où repose également son mentor et ami, le poète français Jean Genet. Le récit de Salima Ben Abou sur un reportage de Mohamed Richi. Quelques roses blanches, un dernier hommage sobre, comme devait assurément le vouloir Juan Goytisolo. C'est dans le cimetière espagnol de l'Araïch que l'inhumation a eu lieu cet après-midi. Le cimetière était ouvert au public, mais ce sont surtout les amis proches et intellectuels qui l'ont accompagné. Aline Schulman a traduit en français l'intégralité de l'œuvre du défunt. Pour ce qui fait la mémoire de... Il n'était jamais propriétaire de son texte, voyez-vous. Donc il laissait une liberté extraordinaire. Et en plus, on est devenus très, très amis, presque des doubles. Le rebelle, qu'a toujours été Juan Goytisolo, s'est donc retiré de la vie avec le recul qu'on lui connaissait. Toujours dans l'amour de l'écriture, il continuait d'intervenir chaque fois que sa voix d'écrivain pouvait apporter un peu plus de justice, un peu plus de paix. Le défunt, Juan Goytisolo, était un grand écrivain de renommée internationale, tout comme d'ailleurs l'était Jean Genet ou encore Jean-Paul Sartre. Jean Genet, Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon. Le romancier vivait à Marrakech depuis plus de 20 ans. Malgré la barrière de la langue, l'écrivain s'était fondu dans la vie marrakchi avec bonheur. Tous saluent une mémoire vivante de la littérature espagnole. Et justement, sachez que Sa Majesté Mohamed VI a adressé un message de condoléances à la famille de l'écrivain et journaliste espagnol. Le souverain y rend hommage à un écrivain brillant qui a marqué de son empreinte la scène culturelle espagnole et arabe grâce à ses travaux distingués, puisant notamment dans le patrimoine authentique du Maroc, son deuxième pays. Fin de citation. Pour finir, un peu de musique avec le retour sur scène de Nesl Riwan. Le groupe mythique a investi le studio des Arts Vivants à Casablanca aux côtés de Nabila Ma'an pour la bonne cause. En effet, tous les fonds collectés au cours de cette soirée ont été reversés à l'association Riyad al-Amal, l'équivalent marocain des Restos du Cœur. Ambiance avec Rita Saha et Youssef El Ghazi. Des chansons mythiques et des sonorités entraînantes que les Marocains n'ont pas oubliées après plus d'un demi-siècle. Ce week-end, Nesl Riwan a fait un véritable carton à Casablanca. Le groupe qui s'est réuni sur scène pour venir en aide à l'association Riyad al-Amal a interprété ses plus grands tubes pour le plus grand bonheur du public. Je suis heureux de voir notre public, ça fait toujours plaisir de savoir qu'après 55 ans, on nous suit encore, surtout des personnes de toutes les générations. Je suis heureux de chanter pour l'association Riyad al-Amal, c'est important d'aider pendant le ramadan. Un peu plus tôt, c'est Nabila Ma'an qui ouvrait le bal de cette soirée caritative au studio des Arts Vivants de Casablanca. Du Rernate au Malhoun en passant par l'Andalousie, toujours avec une touche jazzy, la jeune artiste a interprété les chansons de son 4e album Del El Andalousie pour la bonne cause.
Le fait de chanter pour cette association, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est quelque chose de très très important que je puisse soutenir cette association et surtout ces personnes sans abri. Récoltés durant la soirée ont été reversés à Riyad El Emel qui a déjà servi plus de 600 000 repas depuis sa création en 2006. Une belle action qui a permis, grâce à la musique marocaine, de joindre l'utile à l'agréable le temps d'une soirée ramadanesque. Voilà, bien moins joyeux. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce lundi 5 juin, ce terrible accident de la route qui a coûté la vie à 14 passagers d'un autocar qui reliait Meknes à Marrakech. Le véhicule s'est renversé près de Khnefra au niveau d'un virage pour des raisons encore inconnues. Dans un message, le souverain a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés avant de décider de prendre personnellement en charge l'ensemble des frais d'inhumation, de funérailles et de soins. Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information 2m.ma. Prochain JT aux alentours de minuit et demi, ce sera en compagnie de Hicham Rafaoui. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit.